Mise au point du secrétariat général de la SENCO sur les propos du vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba à l'endroit de l'Église catholique en République démocratique du Congo. Le secrétariat général de la SENCO a suivi avec stupéfaction les propos ahurissants, discourtois et menaçants d'un ton martial du vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba. Sans nous en cacher, ces propos belliqueux et trouffés de contre-vérités nous ont paru peu honorables pour un homme d'État de son rang. Nous trouvons particulièrement indécent de parler des politiciens en robe. Pour rappel, parlant de l'Église catholique, le ministre des Transports et Voies de Communication a commencé par affirmer que le président de la République a accordé à chacun des 47 diocèses la faveur de bénéficier d'un montant de 1 million de dollars pour la contribution des œuvres caritatives et de développement. Une première dans l'histoire de notre pays, s'est-il exclamé. Ensuite, Bonjour les jeunes abonnés. mise au point du secrétariat général de la SENCO sur les propos du vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba à l'endroit de l'Église catholique en République démocratique du Congo. Le secrétariat général de la SENCO a suivi avec stupéfaction les propos ahurissants, discourtois et menaçants d'un ton martial du vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba à l'endroit de l'Église catholique dans son interview à la radio Top Congo ce mardi 4 décembre 2024. Sans nous en cacher, ces propos belliqueux et trouffés de contre-vérités nous ont paru peu honorables pour un homme d'État de son rang. Nous trouvons particulièrement indécent de parler des politiciens en robe. Pour rappel, parlant de l'Église catholique, le ministre des Transports et Voies de Communication a commencé par affirmer que le président de la République a accordé à chacun des 47 diocèses la faveur de bénéficier d'un montant de 1 million de dollars pour la contribution des œuvres caritatives et de développement. Une première dans l'histoire de notre pays, s'est-il exclamé. Ensuite, il s'est interrogé si les ouvrages financés ont été réellement réalisés, insinuant par le fait même que les fonds octroyés pourraient avoir pris une autre destination. Nous comprenons bien l'ironie cachée derrière une interrogation apparemment innocente. Nous déplorons cette sortie médiatique émaillée d'allusions, d'attaques et des procès d'intention contre l'Église catholique en République démocratique du Congo. Nous sommes affligés de constater que M. Bemba ne maîtrise pas le dossier des projets financés par le Trésor public à la demande du chef de l'État. Au nom de la sagesse élémentaire, il aurait intérêt à s'informer davantage avant de prendre publiquement la parole. Revenons aux faits. La vérité est qu'il y a plus de 2 ans, à la demande personnelle et insistante du président de la République, conformément à la mise en application de l'accord cadre entre le Saint-Siège et la République démocratique du Congo sur les matières d'intérêt commun, le gouvernement de la RD Congo et l'Église catholique ont convenu de collaborer pour la mise en œuvre de projets sociaux et économiques à impact visible en faveur des populations locales à travers les 48 diocèses de la RD Congo.
sans jamais avoir été demanderesse, et surtout dans le souci de rendre service à la population, de bonne foi, l'Église s'est engagée. Auréolée de son expérience incontestable en matière de développement et des avantages de son omniprésence en territoire congolais, elle a accepté cette lourde charge en vue de contribuer au bien commun des Congolaises et des Congolais qui, comme on le sait, est souvent compromis à cause de la mauvaise gouvernance et de la corruption. Signalons toutefois que, pour des raisons pertinentes, largement compréhensibles, l'archidiocèse de Kinshasa s'est abstenu d'accéder au fonds. Dès le départ, le gouvernement congolais s'est engagé à mettre à la disposition des diocèses trimestriellement un fonds pour la mise en œuvre des projets retenus par chacun des 47 diocèses en RD Congo. Pour des raisons de trésorerie, il n'a malheureusement pas respecté l'échéance, mais il n'a pas renoncé aux engagements pris. À ce jour, plus de 2 ans après cet accord, seulement 2 tranches de $300,000 ont été données, la première en 2022 et la deuxième en 2023, soit $600,000 par diocèse. Tous les diocèses se sont mis à l'œuvre. Certains ont même reçu la visite du conseiller principal du président de la République en charge des questions religieuses. De toute manière, un rapport en bonne et due forme des œuvres réalisées avec des images à l'appui a été remis à main propre au chef de l'État. Celui-ci n'a pas caché sa pleine satisfaction. Une copie de ces réalisations a été donnée aussi à Madame la Première ministre. Par souci de loyauté et de transparence, en collaboration avec la presse de la présidence de la République, le secrétariat général de la SENCO a réalisé une émission sur le travail accompli. Toutefois, comme le rythme du financement n'a pas été respecté dans tous les diocèses, certains chantiers très avancés sont restés inachevés. À ce jour, une autre tranche de $300,000 a été annoncée et permettra de continuer l'exécution des projets réalisés avec beaucoup de sacrifices en dépit d'énormes difficultés de transaction et de transport. Quant à nous, sans faux fuyant, nous sommes prêts à recevoir l'IGF pour vérifier toute la comptabilité. La SENCO avait dès le début prévenu les gestionnaires locaux de ces projets qu'elle ne couvrira personne en cas de malversation financière. Nous demandons au vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba de rendre publiques les preuves de ces allégations de $1 million mises à la disposition de chaque diocèse. En même temps, nous continuons d'attendre patiemment celle de la prétendue collaboration qu'il avait insinuée, sans foi aux yeux, de notre mission d'observation électorale avec les Russes pour pirater les serveurs de la CENI. Qui dans ce pays ne sait pas que l'Église catholique, sans l'aide de l'État congolais, dépense chaque année des fonds immenses pour réaliser les œuvres d'utilité publique comme les écoles, les hôpitaux, les routes, les ponts, les hommes de vieillards, les orphelinats, etc. Par ailleurs, nous avons apprécié que le vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication, rappelle la mission des hommes de Dieu de rassembler tous les fils et filles de la RDC, de parler de la paix et de l'unité. La question fondamentale est celle de savoir
Comment lui et ses alliés ont-ils accueilli les multiples appels de la SENCO ces dernières années au respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, à la transparence du processus électoral et à l'organisation des concertations des représentants des forces politiques et de la société civile afin de renforcer la cohésion nationale et d'affronter ensemble les défis sécuritaires. N'est-ce pas au nom de la même paix que la SENCO demande de ne réviser ni changer maladroitement et imprudemment la Constitution? C'est toujours au nom de la paix que la même Église catholique avait demandé au VPM Jean-Pierre Bemba de ne pas s'engager dans un conflit armé post-électoral. Conflit qui a fait plus de 200 morts, dont les enfants en uniforme en 2007 en pleine ville de Kinshasa. Où trouve-t-on la haine dans le message de l'Église catholique? Nous réclamons les preuves tangibles. Aussi, faut-il rappeler qu'aimer quelqu'un ne signifie pas applaudir même ses erreurs. À cet égard, nous souhaitons ardemment que le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba se souvienne que l'Église qu'il vilipende avec dédain depuis un certain temps est la même dont il avait bénéficié de 2 précieuses visites pendant qu'il était en prison à La Haye. La vérité de l'histoire renseigne la sagesse, résiste à la frivolité du temps. La SENCO remercie le gouvernant, particulièrement le président de la République, d'avoir fait confiance à l'Église catholique en demandant au gouvernement de lui octroyer les moyens financiers lui permettant de réaliser les œuvres sociales à impact visible jusque dans le coin le plus reculé du pays. Quiconque croit que cet argent a été donné à l'Église pour acheter son silence et étouffer sa mission prophétique se trompe éperdument. C'est le lieu de rappeler au ministre des Transports et Voies de Communication ces sages paroles de Confucius, à savoir: si l'homme a 2 oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus qu'il ne parle. Puisse le Seigneur bénir notre pays et son peuple. Je vous remercie. Et j'espère qu'on ne va pas me pousser. La prochaine fois que vous m'inviterez, j'accepterai à ce que je vienne et que je commence mon discours par j'accuse. Si ces personnes vont trop loin, vous accuserez dans cette accusation. On les suit, on les écoute. On voudrait mentir à la jeunesse. On voudrait demander à la jeunesse, quand vous tenez des propos, de ne pas avoir peur. Vous voulez imiter qui? Quelqu'un a dit ça en Pologne. Il faut faire attention avec ce type de discours. Faire très attention. Vous savez, il y a un adage qui dit que lorsque vous voulez mettre le feu dans un village, de faire attention que le feu ne ravage pas également votre case. Mais on n'y arrivera pas. Alors je le dis, si ce type de discours haineux vis-à-vis du régime, parce qu'on ne voit pas le peu de bien qu'on pense qu'il fait, on veut systématiquement noircir. Le président a donné la possibilité à 47 diocèses d'avoir $1 million chacun, chaque diocèse, pour des œuvres caritatives, pour le développement. Qui a fait ça? Oui, j'ai suivi le discours puisque j'étais à Isiro lors de la cérémonie pour Anuarit. L'archevêque de Lubumbashi, qui a remercié le président, quand même, pour une fois, là-dessus. Mais c'est systématiquement les discours pour pouvoir soulever la jeunesse, soulever la population. Alors je dis très bien, ce pays appartient à tout le monde. Ce qu'on attend, nous, des hommes d'église, c'est qu'ils rassemblent, qu'ils parlent de paix,
d'unité. Nous sommes en guerre. On est attaqué. Notre pays est attaqué. Le pays, il y a des déplacés. Plus de 2 millions de déplacés internes. Au lieu de pouvoir nous rassembler, devant la personne qui représente l'unité de ce pays, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, mais le pays est attaqué. Non, on verse encore des discours incendiaires à l'intérieur de ce pays. Pourquoi? Quel est l'objectif? Je la connais. Et je vous dis que la prochaine fois, je viendrai, la première chose que je vous dirai, j'accuse. Et je vous dirai pourquoi et comment. Reçu par le président du Sénat Jean-Michel Samalukonde Kyenge, la délégation du sous-comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants SCPT est venue faire un plaidoyer sur la prévention de tous ces mauvais traitements. Le chef de cette délégation, Ahmed Saloum Diakate, a expliqué que le SCPT est un mécanisme des Nations Unies chargé de la prévention de la torture ou toute autre forme de mauvais traitements qui a commencé ses travaux en février 2007. Et à ces jours, 93 États à travers le monde ont ratifié et adhéré au protocole facultatif se rapportant à la Convention des Nations Unies contre la torture. Ce protocole donne au SCPT le droit de se rendre dans tous ces États pour examiner le traitement des personnes. Le chef de cette délégation a en outre souligné que la démarche de la délégation consiste à accompagner le pays à mettre en place le mécanisme de suivi contre la torture sur le plan légal. D'où cette rencontre avec le président du Sénat par où le projet de loi relatif devra passer après son adoption au Conseil des ministres. Et nous sommes là pour montrer effectivement que nous sommes prêts à les accompagner dans toute la procédure et à la fin de la procédure, s'y mettre en place un mécanisme, à les assister avec le fonds OPCA. Nous avons la représentation des Nations Unies qui sont là. Notre comité est un comité de prévention de la torture, pas un comité qui prend en charge les plaintes ou bien des cas au cas. Nous faisons une démarche scénique. On analyse une situation, on essaie de trouver des solutions pour que tout ce qui peut entraîner la torture puisse être vraiment réglé complètement. Nous sommes travaillons en collaboration avec les États, avec un dialogue avec les États, et nous sommes tenus par la confidentialité. Tout ce que nous faisons, dans la confidentialité avec les États. Les speakers de la Chambre haute du Parlement, Samalukonde, étaient accompagnés dans cette audience par le président de la commission ad hoc, l'honorable Lodi, par ailleurs président de la commission PAJ, ainsi que le directeur adjoint de son cabinet, Valérie Moukassa. Bon, écoutez, la mission que nous avions effectuée avec la Première ministre faisait suite à une recommandation du président de la République en Conseil de ministres pour que nous puissions voir comment nous pouvions mettre en action les recommandations qui ont été coulées dans l'ordonnance qui modifiait l'ordonnance sur l'état de siège après la table ronde qui a été organisée à cet effet. Il avait été convenu que nous devions travailler à la requalification de l'état de siège, mais que parallèlement, entre-temps, il y a eu des élections et des moments qui n'ont pas permis que la question puisse être suivie de près. C'est pour ça que la Première ministre a effectué cette fois-ci une mission élargie aux membres des commissions défense et sécurité de l'Assemblée nationale et du Sénat, parce que vous savez que tous les 15 jours, le gouvernement retourne devant l'Assemblée nationale pour obtenir, et le Sénat pour obtenir la prorogation de l'état de siège. Et donc, avec eux sur place, nous avons discuté à Bunia et à Goma avec les autorités provinciales d'abord, les autorités militaires, mais toutes les forces sociales. Et aujourd'hui, il était question pour nous de refaire un briefing comme initialement prévu par la Première ministre, de sorte que nous puissions avoir le même entendement sur les recommandations et sur les propositions à faire au président de la République et commandant suprême. C'est lui qui décidera en dernier ressort de comment on requalifie l'état de siège, de sorte que les préoccupations exprimées par nos populations puissent être prises en compte et puissent être vues dans ce qui sera fait pour la suite à réserver à l'état de siège. La rencontre d'aujourd'hui, c'était justement une harmonisation. Elle est suite parce que nous, au niveau du gouvernement, nous avions déjà, avec la Première ministre, fait le tour du sujet. On a
retenu le point qui devait absolument faire l'objet du rapport qui sera fait au président de la République en termes de recommandations, mais que par la suite, il fallait qu'on arrive à discuter avec les élus pour avoir le même entendement, vu que à toutes les réunions que nous avions eues à Goma et à Bunia, ils étaient de la partie. Donc, c'était important pour nous d'avoir cette opinion, et cela va être cristallisé dans un document et qui permettra au président de la République, cette fois-là, d'avoir non pas seulement l'avis du gouvernement, mais aussi l'avis de l'Assemblée nationale et du Sénat. Comme ça, avec cette unité de voix, il pourra avoir la latitude de décider en dernier ressort de la suite à réserver à l'État de Thiès spécifiquement pour la mise en œuvre du processus de requalification tel que voulu par lui-même. Bon, écoutez, c'est à nos populations du Nord Kivu spécialement et des Lituri. Nous les avons entendus. La première ministre elle-même était sur place. Elle a pris le temps d'écouter toutes les couches. Nous savons tous que l'impératif de la paix, du retour rapide de la paix, c'est sur quoi nous travaillons. Nous avons beaucoup insisté dans nos discussions sur la question humanitaire, sur la question de la sécurité, sur la question d'autres questions liées à certains emprisonnements. Donc, il y a toute une panoplie des décisions et des mesures qui seront prises dans l'objectif de montrer que le gouvernement a non seulement été à l'écoute de nos populations, mais qu'il a surtout exécuté ce qu'ils ont souhaité, suivant les règles et les procédures dont il faut prendre en compte lorsqu'il s'agit, par exemple, d'obtenir la libération de certains prisonniers. Nous sommes venus ici en République démocratique du Congo pour accompagner le pays à mettre en place un mécanisme national de prévention de la torture. Le pays a ratifié le pacte depuis 2010. Il y a eu beaucoup de démarches qui ont été faites dans ce pays. Ils ne sont pas restés croisés. Le pays a fait des séminaires, des ateliers pour mettre en place une loi qui pourra être conforme à l'OCA. Mais depuis 2023, cette loi, nous avons fait un projet de loi qui a été vu et commenté par le sous-comité des Nations Unies. Et on trouve que ce projet de loi est conforme à l'OCA. C'est pourquoi nous sommes venus assister les autorités à faire passer ce projet de loi au niveau du Conseil des ministres, au niveau du Sénat et être adopté. C'est pourquoi nous sommes venus pour ça. Et nous sommes là pour leur montrer effectivement que nous sommes prêts à les accompagner dans toute la procédure et à la fin de la procédure, s'y mettre en place un mécanisme, à les assister avec le fonds OCA, nous avons les représentations des Nations Unies qui sont là et éventuellement avec des capacités building, renforcement des capacités pour tout ce qui concerne la prévention de la torture. Notre comité est un comité de prévention de la torture, pas un comité qui prend en charge les plaintes ou bien des cas au cas. Nous faisons une démarche systémique. On analyse une situation, on essaie de trouver des solutions pour que tout ce qui peut entraîner la torture puisse être vraiment réglé complètement. Nous sommes travaillons en collaboration avec les États, un dialogue avec les États, et nous sommes tenus par la confidentialité. Tout ce que nous faisons, dans la confidentialité avec les États. Donc c'est ça, nous étions venus maintenant voir le président du Sénat pour des salutations, parce qu'on ne peut pas faire une loi sans le Sénat, et pour lui demander lui-même d'appuyer ce projet de loi qui est vraiment conforme. Et c'est sûr et certain que si le Congo mettait en place ce projet de loi et le mécanisme national de prévention, ça fera tache d'huile dans toute la sous-région. Donc nous sommes à un tournant historique de la mise en place du mécanisme national de prévention. C'est pourquoi nous sommes venus. Nous avons été bien accueillis par le président du Sénat. On a bien discuté. Il a compris très bien l'enjeu de cette mise en place de ce mécanisme. Et il nous a donné sa parole. Il a donné qu'il va nous accompagner, qu'il a accompagné le mécanisme jusqu'à ce que ça soit mis en place. Et c'est tout ce projet-là.
Bonjour les jeunes abonnés.